BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Vous retrouverez dans la deuxième partie nos critiques. Aude Martin pour Alternative Économique cette semaine et Jean-Marc Daniel qui parleront de leur coup de cœur et de leur coup de gueule, bien évidemment. Et puis nos chroniqueurs, Belaouda Abdelhaïm pour son tour du monde des articles. Et puis Alexandra Paget, notre bibliothécaire, pour refaire une histoire de la fiscalité sur le patrimoine. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. Tout de suite, on démarre avec nos auteurs. Au menu de cette librairie de l'écho, une plongée dans les entreprises au cœur des forces qui les tiraillent. Pourquoi les Français n'aiment plus leur travail alors que quand même ils reviennent au centre de toutes les attentions? Comment sortir des discours moralisateurs qui sont partout dans l'entreprise? Il y a les bons salariés, les méchants patrons, les syndicalistes ringards, les managers modernes. Comment sortir donc de ces discours qui finalement alimentent une certaine forme de conformisme? Réponse avec nos deux invités. Sandra Enlard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche à Paris 10 Nanterre en sciences de l'éducation et vous publiez Quand le bien et le mal s'invitent au travail. C'est au PUF. Philippe Diribarne, bonjour. Bonjour. Philippe, vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous publiez Le Grand Déclassement chez Albin Michel. Sandra Enlard, je commence avec vous. Vous nous dites, en fait, le monde de l'entreprise, c'est un monde de croyances. Alors, croyances que vous définissez comme des certitudes qu'on ne démontre jamais et qui finalement fonctionnent sur un mode totalement binaire. En gros, il y a les bons et les méchants, les ringards et les modernes, etc., etc. C'est ça, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de penser, qu'on n'a pas le droit de dire. On partage finalement tout un discours sur ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est beau, ce qui n'est pas beau, ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Voilà, il y a vraiment des choses qu'on ne discute pas, dont on ne débat pas et qui s'imposent et qui reviennent très régulièrement dans l'entreprise sous la forme de grands discours, de grandes découvertes. Voilà. Sachant qu'on a l'impression régulièrement de redécouvrir de redécouvrir. Voilà, exactement. Voilà, exactement. Alors, en même temps, vous placez, j'ai envie de dire, des deux côtés de la barrière. C'est-à-dire que dans votre livre, il y a les discours qui sont un peu les discours qu'on pourrait qualifier de lénifiants. Voilà, il faut que finalement les gens soient autonomes, il faut que tout le monde aille dans la même direction, etc., etc. Et puis les contre-discours, c'est-à-dire qu'on pourrait appeler un peu clairement, il y a les discours un peu des patrons d'un côté et des managers, et puis les discours des salariés et des syndicats de l'autre. Oui, alors ce que j'ai surtout essayé de montrer, c'est qu'en fait, la construction de ces discours relevait du même mécanisme, Exactement. des mêmes processus. Ouais. C'est-à-dire que dans les deux cas, il y a un certain nombre de croyances qui finalement fabriquent une sorte de trame idéologique très bien construite, très serrée, et qui fait que d'un côté comme de l'autre, finalement, on a le risque de ne plus pouvoir mettre tout ça en question, pouvoir discuter, pouvoir débattre, pouvoir prendre du recul. Et je l'ai vu, enfin il me semble qu'on voit ça des deux côtés. Je prends un exemple du côté de l'entreprise. Quand on dit tout ce qui est nouveau, c'est du progrès. Oui, absolument. Bon, oui, non, quoi. Voilà. Quand on dit il faut réconcilier l'homme et l'entreprise, ouais. et tout ce qu'on va faire, c'est ça, c'est réconcilier à tout prix, et vous allez voir, tout le monde va être heureux. Et tous les 2-3 ans, on nous resserre cette histoire-là de la grande réconciliation. Mais pourquoi on en est là? Alors, c'est que, est-ce qu'on n'a pas d'autres idées, ou est-ce que c'est une forme de paresse, finalement Ah non, je ne pense pas du tout que ce soit une forme de paresse. Je pense Paresse intellectuelle? Non, alors, ça met les gens dans des situations de paresse intellectuelle, ça c'est sûr. Ouais. En revanche, je pense que construire ces discours idéologiques, c'est absolument nécessaire pour créer un type de relation des individus, des salariés à leur entreprise. Le fait de finalement dire vous êtes dans un endroit merveilleux où on défend des valeurs, où les choses ont du sens, où on va tous être heureux, finalement ça renforce l'implication au travail, ça renforce l'investissement des individus dans et pour leur entreprise. Et donc, l'entreprise a absolument besoin de cet investissement, j'ai envie de dire, pas seulement intellectuel, mais également affectif, également psychique. Hein. Et donc, je pense que l'entreprise a besoin de ces discours, de les répéter, de les ressortir régulièrement,
pour obtenir une forme de conformisme moral. Alors, vous revenez aussi sur quand même quelque chose qui est assez récent et qui est très à la mode, entre guillemets, c'est cette idée qu'il faut donner du sens. Ah oui. Voilà, la raison d'être, le sens. Est-ce que, finalement, comment vous décortiquez cette idée? Si vous voulez, moi, l'histoire du sens, j'en entends parler depuis 30 ans. Depuis 30 ans, avec les projets d'entreprise, avec tous les hymnes aux valeurs, enfin, voilà, c'est quelque chose qui revient sans arrêt. Si la solution était de décréter que quand on donne du sens, eh bien, tout va bien, on n'en serait pas là, parce qu'on remet ça sur la table très, très régulièrement. Voilà. Donc moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est quoi cette histoire de sens? Qui a le sens? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire donner du sens? On donne du sens, je vous l'apporte là, comme ça, sur un plateau. C'est quoi ce sens? Et très souvent, on en reste à cette expression. Il faut donner du sens, le travail n'a plus de sens. Alors, je mets de côté tout le travail de quelqu'un comme Graeber sur les bullshit jobs, où là, il y a eu vraiment on a vraiment décortiqué des choses sur ce que c'est que certains jobs qui effectivement ne veulent plus rien dire. Mais cette revendication permanente de il faut que les choses aient du sens, il y a un moment on a envie de dire mais qu'est-ce que vous voulez vraiment dire? Et qui doit se charger de ça? Aujourd'hui, très souvent, on dit c'est la direction générale qui a le sens et on sous-entend la stratégie, on sous-entend tout ça. Et puis, le management intermédiaire est chargé de diffuser, d'interpréter, voilà, d'apporter le sens au petit peuple qui, tout seul, ne le trouverait pas. C'est évident. Mais ce que vous montrez au final, c'est que finalement, ces discours de posture finissent par être assez sclérosants pour l'entreprise. Et que... Non. Pour les individus, oui. Pour les individus, mais pas pour les entreprises. Non, je pense que les entreprises ont besoin, encore une fois, de tisser cette trame idéologique. C'est tout à fait utile. De la même manière, le monde des consultants de la recherche a aussi besoin de se dire que idéologiquement, ils sont dans le vrai, le juste, le pur, ils sont sauveurs, ils dévoilent des choses que sans eux, on ne verrait pas. Je crois que ça a vraiment une fonction tout à fait utile, mais une fonction, encore une fois, idéologique, une fonction qui n'est pas une fonction d'efficacité. C'est vraiment une fonction... Parce qu'au final, il reste quoi? Il reste au rapport de force, finalement. Alors là, quand vous dites ça, vous voyez, vous êtes typiquement en train de... non, mais dès l'instant où vous ne pouvez pas dire qu'il y en a un qui a tort et l'autre qui a raison, c'est qu'il y a un moment où ce qui fait la différence, c'est le rapport de force. Le risque essentiel, puisque vous me demandiez s'il y avait un coût à tout ça, pour moi, c'est sur les individus. Parce que du coup, si vous prenez pas du recul par rapport à tous ces discours, que vous soyez dans l'entreprise, manager, ou employé, patron, ou de l'autre côté, si vous êtes dans le monde syndical, des chercheurs, des consultants, enfin les consultants sont des deux côtés, vous ne réfléchissez plus. Ça vous semble évident que le travail est une chose épouvantable d'un côté, ou au contraire, évident que le progrès est là. Mais alors, est-ce que tous les discours qu'on a eus sur l'entreprise libérée, etc., est-ce que vous considérez que c'est une avancée, que ça apporte quelque chose, ou que finalement on reste quand même dans ce même schéma? Alors, je pense qu'on est dans ce schéma-là, typiquement. Ouais. Je ne répondrai pas à la question est-ce que je pense que ça apporte quelque chose, mais pour moi, on est vraiment plutôt dans un discours idéologique à nouveau. C'est-à-dire que dès qu'on décortique un peu, d'ailleurs ça a été très bien fait, dès qu'on décortique un peu ce qui se passe au bout de l'entreprise libérée, on peut être quelquefois un peu sceptique. Après ça dépend des cas qu'on prend, ça dépend... je ne vais pas généraliser. Mais on est dans une production idéologique, ça c'est sûr. Alors vous, Philippe Diribarne, vous partez d'un paradoxe. Vous dites, plus les entreprises font des efforts pour bien traiter leurs salariés, et on ne peut pas nier qu'elles en font, et ben ça ne change rien. Ces salariés, ils sont toujours autant en souffrance. C'est-à-dire que les efforts tout à fait réels que font les entreprises ne sont pas associés à une compréhension profonde de ce qui est en jeu. Ça fait penser un peu, si vous voulez, à des médecins qui ferait un diagnostic, mais rapide, sans chercher vraiment, ou qui proposerait un traitement sans vraiment utiliser tous les moyens, surtout qu'on a actuellement, de faire des diagnostics. Alors, on a une vision, en plus, se développe, on dit, mais ça marche pas trop, donc ça marche peut-être mieux aux États-Unis, alors faisons comme les Américains, ou ça marche pas mal en Allemagne, faisons comme les Allemands, ou peut-être il y aurait à chercher du côté des Japonais, ou etc. Enfin, sans se demander vraiment, finalement, quels sont les ressorts de l'enthousiasme au travail chez les Français. Alors, justement, un des points majeurs de votre livre, c'est que, très clairement, vous expliquez que
dans ce mal-être au travail, il y a une dimension spécifiquement française. Tout à fait. Parce que pour que les Français soient heureux dans leur travail, je dirais même enthousiastes dans leur travail, créatifs, etc., il faut que 2 conditions soient remplies. La première, c'est qu'ils ont l'impression de pouvoir faire un beau travail. Alors un beau travail, ça peut être des tas de choses. Ça peut être construire un Airbus, ou ça peut être faire un superbe plat si on est un chef dans un grand restaurant. Ça peut être soigner les malades quand on est dans une situation difficile, etc., etc. Donc c'est la première condition. Et la deuxième condition, c'est celle de pouvoir faire leur métier et sans qu'on passe le temps à les poursuivre avec des procédures qui les empêchent de faire attention à la complexité des situations. Au fond, ce qui intéresse les Français, ce sont les situations un peu difficiles dans lesquelles il faut agir de manière créative avec toutes les finesses de compréhension. Alors, en quoi les Français sont différents finalement des Allemands, des Américains, des Anglais? Vous dites par exemple, c'est frappant, il y a un déficit de reconnaissance des salariés français par rapport aux Allemands ou aux Anglais. Vous dites les mêmes enquêtes qui sont faites. En fait, sur le déficit de reconnaissance, on est 20 points plus élevé qu'au Royaume-Uni, 30 points plus élevé qu'en Allemagne. Alors, les Français ont des exigences. Dans d'autres pays, on est beaucoup plus facilement, on fera ce que veut le consommateur. Je vous prends un petit exemple. Si vous allez dans un bon restaurant français, que vous commandez des huîtres et que vous demandez du ketchup avec, eh bien, vous avez de bonnes chances que le serveur français vous dira non, monsieur ou non, madame, non, ça vraiment, ce n'est pas approprié de donner. Alors que si vous allez aux États-Unis ou en Allemagne, que vous demandez du ketchup, on dit si le client demande ça, et le rapport au client n'est pas le même. Le rapport au client n'est pas le même. Et le rapport, disons, à l'autorité n'est pas le même non plus. Parce que si, aux États-Unis, une autorité, vous avez l'impression que la consigne qu'on vous donne est une consigne pas raisonnable. Alors, vous critiquerez la consigne. Mais tant que la consigne n'aura pas été remise en cause, vous appliquerez la consigne, tout en la critiquant. En Allemagne, c'est pareil. Vous aurez le droit de critiquer la consigne, mais tant qu'elle n'est pas révisée, vous l'appliquerez. Alors qu'en France, vous n'attendrez pas que la consigne soit révisée pour considérer que vous êtes plus compétent que celui qui a fait la consigne, et par conséquent que puisque celui qui a fait la consigne ne connaît pas réellement les finesses de votre métier, vous allez agir conformément à l'idéal de votre métier et pas conformément à la consigne qu'on vous a donnée. D'où ça vient ces différences? Vous dites, il y a des racines culturelles profondes et vous dites qu'il y a une culture aristocratique en fait dans le monde du travail en France qui fait que quand vous avez par exemple acquis un statut, il est hors de question que vous le perdiez. Ça, c'est une des caractéristiques françaises. Tout à fait. Alors, on s'entend bien, parce qu'on parle d'aristocratie ouvrière. Oui, bien sûr. Donc la culture aristocratique n'est pas du tout propre aux échelons supérieurs de la société. Oui, absolument. Alors, donc, l'héritage aristocratique, c'est que, au fond, dans l'ancienne France, une caractéristique aristocratique était que l'on n'était pas contraint à faire quelque chose d'indigne de la position que l'on occupait dans la société. Et ce qu'on a vu, c'est qu'avec la Révolution française, au lieu que cette vision liée à l'idée d'honneur, à l'idée de fierté, soit mise à bas, au contraire, elle est devenue le bien commun de tout l'ensemble de la société. Elle a percolé en quelque sorte jusque à tous les niveaux de la société, ce qui fait que on va la retrouver vraiment à tous les échelons de la hiérarchie. Vous prenez, je sais pas, un conducteur de TGV, vous prenez un chaudronnier, il a une fierté de son travail et il considère que ce qu'il a à faire et ce qui correspond aux règles de disons, du corps social auquel il appartient, des gens de son métier, de sa profession, etc. Alors, vous le disiez tout à l'heure, en fait, les entreprises, elles font ce qu'elles peuvent, mais en fait, elles n'arrivent pas à prendre en compte les attentes réelles des travailleurs. C'est quoi ces attentes réelles? Alors, ces attentes, enfin, je l'évoquais, c'est très largement être respecté, disons,
dans son travail, dans son métier, montrer qu'on est un vrai homme de métier, et donc par conséquent, ne pas être surchargé de procédures, être traité, ne pas être obligé de faire des choses qu'on trouve stupides parce que les clients les a demandées, ou parce que la com, disons, l'a demandé. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, la direction du journal Libération a voulu transformer Libération et en faire un nouveau café de Flore avec toute une série de choses, etc. Et il y a eu une réaction extrêmement vive du personnel de Libération, des journalistes de Libération, qui ont dit « mais nous sommes des journalistes, nous ne sommes pas des amuseurs, des fournisseurs de produits divers, etc. » De même, il y a un certain temps déjà, Régis Debray avait écrit un article à propos des professeurs disant « mais les professeurs ne sont pas des animateurs socioculturels ». Les professeurs, ce sont des gens qui ont la fierté de la discipline qu'ils enseignent, et si on les traite comme des animateurs socioculturels, on les déclasse en quelque sorte, et du coup, ils ne sont prêts... Et de même, si vous voulez, ils ne sont pas des gens qui sont faits, ce ne sont pas des gardes-chiourmes faits pour assurer l'ordre dans la classe. Alors, vous dites en France plus qu'ailleurs, il y a de la frustration qui provient du décalage entre finalement le niveau de diplôme que vous avez obtenu et le poste que vous allez occuper au final. Oui, aux États-Unis, par exemple, les études sur les effets du niveau de diplôme obtenu se font en termes de rendement du capital social. Bon, on se pose la question de savoir est-ce que payer une année ou moins ou pas c'est quelque chose qui va vous réellement augmenter vos revenus. En France, le diplôme, Bourdieu a parlé de noblesse scolaire. Donc, le diplôme, c'est quelque chose qui vous situe dans la société à un certain rang. Ce qui est frappant, c'est que dans les faire-part de décès, donc bien après l'époque où les gens étaient à l'école, vous verrez un tel X46 ou ENS 62, etc. Ouais. Et donc, voilà, ça montre que le diplôme définit la place légitime que vous pouvez occuper dans une société. Alors, si vous avez des activités, par exemple, si vous avez un diplôme dont il est estimé socialement qu'il doit vous permettre d'être cadre, mais que, compte tenu de la pénurie de postes de cadre et de l'abondance de diplômés, eh bien, ce qui est le cas, par exemple, d'une bonne partie des gens qui sont Bac+5, qui ont des masters spécialement littéraires, ben, vous vous retrouvez avec un simple poste d'employé et pas de cadre. Ben, ça donne le sentiment de déchoir. Alors, parce que, si vous voulez, on est dans une société stratifiée de rang dans lequel le rang qu'on occupe est quelque chose de fondamental, ce qui n'est pas le cas ni en Allemagne ni aux États-Unis. Aux États-Unis, on gagne plus ou moins d'argent. Tout le monde n'est pas du tout équivalent. Mais ce n'est pas lié à une notion d'ancien régime, en quelque sorte, comme le rang. Comment les transformations du contexte économique et social, et Dieu sait si elles sont nombreuses ces dernières années, alors avec tous les impacts notamment de la crise sanitaire, le télétravail, etc., qu'est-ce que ça change dans l'univers français du travail, tout ça? Alors, les Français, heureusement, si vous voulez, s'ils restent fidèles à une grille d'interprétation, une grille de lecture, qui est de savoir si quelque chose est grand ou pas grand, élève, abaisse, etc., ont quand même une grande capacité à réinterpréter les situations de manière à faire que quelque chose qu'il est nécessaire de faire devienne regardé de manière positive. Par exemple, les Français ont une extrême capacité, qui interroge beaucoup, disons, les non-français, à transformer une question que d'autres considéraient comme assez triviale, bassement matérielle, pratico-pratique, etc., en un beau problème auquel on va donner une solution élégante, créative, originale, etc., et là, dans lequel le problème a beau être, disons, dans sa matérialité, disons, fort modeste, c'est la manière dont on le traite et l'intelligence avec laquelle on le traite qui fait que ça va devenir un problème digne de quelqu'un, disons, d'un niveau élevé. De même, si vous voulez, la création de la catégorie française des cadres,
très difficile à comprendre, disons, dans la plupart des autres pays. Pourquoi ça n'existe pas dans les autres pays, les cadres? Non, le cadre, l'idée du statut de cadre, Oui. de la frontière qu'un cadre, c'est pas du tout pareil qu'un employé. Disons qu'entre l'employé et le cadre, etc. Alors, je sais pas, aux États-Unis, on va parler d'un employees qui va regrouper des gens qu'on considère comme cadres. Alors, vous avez des managers, des divers niveaux de managers, etc. Mais pas une sorte de barrière symbolique, si vous voulez, qui sépare le cadre du non-cadre. Alors là aussi, c'était une création. C'est pas du tout quelque chose qui existait depuis la nuit des temps. C'est une création des années 30, dans lequel, à partir du modèle de l'officier, on a dit de même que l'officier sert la patrie, est au service de la patrie, mais pas au service d'un patron, le cadre n'est pas vraiment au service d'un patron. Il est au service du bien commun, du bien de la société. Alors, un point quand même, parce que vous avez dit tout à l'heure, le français, il n'aime pas trop les contraintes, il aime bien aller droit au but, être efficace, etc. Et en même temps, vous remarquez que la bureaucratie, dont on dénonce les abus et les lourdeurs, ne cesse pourtant, en France, de prospérer, de se développer. Comment vous expliquez ce paradoxe? Est-ce qu'il y a un terreau fertile en France au développement de la bureaucratie? Tout à fait. Tout à fait. Et donc, on a une très vieille question, qui est déjà une question d'Ancien Régime, qui était les rapports entre les grands et les intendants du roi. Dans lequel les grands considéraient qu'ils étaient très, très au-dessus, disons, ces personnes souvent de modeste extraction qui étaient au service du roi. Et les gens qui étaient au service du roi considéraient que c'était eux qui étaient détenteurs de quelque chose de grand, de l'intérêt général, l'intérêt du pays, et que les grands devaient se soumettre. Alors, vous avez ça en France de manière tout à fait grande, enfin franche, dans les rapports entre, d'un côté, les commandants de bord dans l'aviation, entre les artistes dans la télévision, entre les médecins, les chefs de service, disons, dans les hôpitaux. On l'a bien vu au moment de la crise du Covid. Et de l'autre côté, les administrations, l'administration de l'hôpital, l'administration de la compagnie aérienne, etc. Alors, dans lesquels les gens qui font des procédures considèrent que tous ces gens, ce sont des divas qui ne sont pas prêts à rentrer dans un univers ordonné, qui sont des facteurs de désordre, etc. Et qu'il faut les ramener, les contrôler, de manière à arriver à ce qu'ils s'inscrivent dans un ordre qui soit satisfaisant, que les choses soient bien claires, bien réglées, bien procédurées, etc. Et de l'autre côté, les gens qui sont dans le métier, logique du métier, de l'honneur, etc., disent mais ces gens ne connaissent rien de notre métier, ils veulent nous imposer des procédures. Et alors ça, c'est quelque chose qui dure, si vous voulez, à tous les niveaux, et qui est d'autant plus fort en France que la question est de savoir qui a le pas sur qui. Est-ce qu'un directeur d'hôpital a le pas sur les chefs de service, ou est-ce que les chefs de service ont le pas sur les directeurs d'hôpitaux? Et alors là, la France, c'est un problème français fondamental dont on ne sortira pas. Dernière question, Philippe Diribarne. Comment on fait pour que les Français aiment à nouveau leur travail? Alors, il y a beaucoup de Français qui aiment leur travail. Dans les enquêtes qui sont faites, je dirais qu'on est à peu près à moitié-moitié. Dans lequel, quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de Français qui ont des métiers qui sont tout à fait intéressants, excitants. Je suis sûr que vous aimez votre travail, et moi aussi, si vous voulez. Donc, mais on est des privilégiés, parce qu'on est quand même dans un travail qui a à la fois un contenu intellectuel, un contenu créatif, et en même temps un travail dans lequel on a une possibilité de choisir beaucoup de choses, de nous exprimer, etc. Alors, la question, je crois, qui se pose, c'est que la tendance actuelle, si vous voulez, à bureaucratiser et à développer des formes d'autorité avec une quantité fantastique de rapports à donner, d'indicateurs, etc., tend à diminuer la part des Français qui vont se trouver bien dans leur travail et qui vont trouver leur travail créatif. Ce mouvement-là, alors il y a des tentatives d'y revenir en arrière, enfin, les fameuses entreprises libérées, etc. Mais il y a des entreprises qui le font. Mais la recette, vous voulez, à certains égards est simple. Mais ce qui est compliqué, c'est l'application, parce que dans chaque situation particulière, dans chaque métier, etc., il faut agir de manière particulière.
Merci beaucoup Philippe Diribarne. Je rappelle votre livre Le Grand Déclassement chez Albin Michel. Et puis Sandra Anlard, Quand le bien et le mal s'invitent au travail. C'est au PUF. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.